Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve encore pour un book haul. J'en ai encore quelques-uns d'avance à filmer parce que j'ai du retard dans mes présentations de mes achats, sachant que je vais peut-être me calmer un petit peu. Donc là, j'ai encore un book haul de mes achats qui dataient d'avant que je reprenne bien les vidéos. Et j'en ai un autre à vous préparer avec une commande Momox. Je voulais faire une ouverture de colis, mais bon, vous savez comment c'est, hein, quand on commande des livres d'occasion, on a envie de voir tout de suite l'état dans lequel ils arrivent, au cas où il y aurait des soucis tout simplement. Donc je ferai une vidéo séparée et ce sera un book haul classique. Vous savez la façon dont je procède, je vous présente rapidement le livre, je vous lis le résumé. Le plus simple quand même, enfin c'est assez facile et rapide de taper le titre d'un livre dans une barre de recherche pour avoir les résumés complets détaillés si vous le souhaitez. Je commence tout de suite avec un livre que BookTok m'a fait acheter. Oui. Moi, je farfouille aussi sur le BookTok. J'ai fait le mouton, ça arrive. Hein. C'est un roman qui est sorti il y a pas mal de temps, enfin très longtemps même, puisqu'on a les recommandations de Neil Gaiman et de Virginia Woolf, ni plus ni moins. Il s'agit d'un roman en VO de Hope Mirrlees, je sais pas comment on prononce, pardon. Il s'agit de Blood in the Mist. J'ai été séduite par la couverture. Elle est juste sublime, hein, donc c'est un paperback classique, il n'y a rien de fou. Mais bien sûr, je suis allée voir le résumé quand même avant de l'acheter, et c'est quelque chose que je sais qui pourrait me plaire. Voilà. Donc c'est un petit peu compliqué de vous faire un résumé parce que la traduction de l'anglais vers le français, c'est toujours un peu, c'est un petit peu complexe, mais on va dans quelque chose d'un petit peu shakespearien, tragicomique, une histoire de un mystère, meurtre, une allégorie multifacette. Voilà, il y a un personnage qui va voir sa fille qui va disparaître. Et Blood in the Mist, en fait, c'est le nom d'une ville par laquelle passent deux rivières qui se rencontrent, qui viennent d'endroits différents, je suppose. On parle du Land of Fairy, donc je pense que c'est des faées ou des fées, je ne sais pas trop. En tout cas, ça a l'air un peu mystérieux, j'en sais pas beaucoup, et c'est très bien comme ça. Il a été écrit il y a assez longtemps, en 1926 exactement. En gros, enfin Virginia Woolf, elle a donné un bon avis dessus, hein, elle a donné son avis dessus, c'était pas mal. Neil Gaiman aussi. Et comment vous dire, j'ai hâte de m'y plonger comme la plupart des romans que je me suis procurés. J'essaie de pas vous le dire à chaque fois, hein, parce que c'est redondant. Sachez juste que en général, quand j'achète des titres, ce sont des livres que j'avais dans ma wishlist depuis un certain moment pour certains d'entre eux. J'essaie de m'acheter quelques nouveautés quand ça sort, mais on n'a pas tous. Enfin, le budget n'est pas extensible, hein, vous voyez, avec un livre qui sort neuf, qui vaut à peu près une vingtaine d'euros, on peut en acheter 3, voire 4, voire 5 parfois sur le marché de l'occasion, donc ouais, je l'ai vite fait. Je passe tout de suite à un autre titre dont je ne vous lirai pas le résumé, pour la simple et bonne raison qu'il s'agit de ceci, voilà. Harry Potter. Je voulais les jolies éditions, je m'attarde pas plus longtemps sur Harry Potter. Ensuite, je sais pas si vous le savez, mais en tout cas, j'aimerais bien lire au moins un auteur de chaque pays sur Terre, quand c'est possible. Ou en tout cas, essayer le plus possible de me rapprocher de ça, pour découvrir tout simplement des styles d'écriture différents, des approches différentes de la société, voilà, d'avoir des avis qui divergent par rapport à, que ce soit des avis des Européens ou des avis, on va dire, américains, parce que c'est la plupart des livres qu'on consomme en général. J'ai fait des petites recherches pour trouver des auteurs qui avaient des titres qui forcément m'intéressaient, hein. C'est pas juste lire un titre d'un auteur comme ça, lambda, sans savoir trop ce qu'il va raconter. Non, faut quand même que l'histoire, elle m'intéresse un minimum, sinon ça n'a aucun sens. Ici, j'ai le roman Et d'un seul bras, la sœur balaie sa maison de Cherry Jones. Je mets ça juste ici. Elle est née à la Barbade. J'ai regardé un petit peu ce qu'elle faisait. Pour la plupart, en fait, je suis allée voir leur fiche auteur sur Livradi, puis les romans qu'ils avaient sortis les plus connus, ceux que, voilà, auxquels on pouvait avoir accès. Et j'ai lu les résumés, et ensuite j'en ai choisi quelques-uns qui m'interpellaient plus que les autres. Lala vit chichement dans un cabanon de plage de la Barbade avec Adam, un mari abusé. En temps de ses cambriolages dans une villa luxueuse dérape, deux vies de femmes s'effondrent. Celle de la veuve et du propriétaire blanc qu'il tue,
une insulaire partie de rien, et celle de Lala, victime collatérale de la violence croissante d'Adam, qui craint de finir en prison. Comment ces deux femmes, que tout oppose, mais que le drame relie, vont-elles pouvoir se reconstruire? Pour la plupart, je ne m'attarderai pas plus longtemps que ça sur les résumés parce que, ouais, parfois vous savez que j'aime découvrir aussi des histoires sans trop en savoir. Un roman assez récent que j'ai acheté en neuf, il s'agit de Pénombre de Ariel Holzl. Je sais pas comment ça se prononce, c'est chez 404 éditions. Ils font de plus en plus de choses qui m'intéressent et notamment cet auteur aussi, Ariel Holzl, je vois beaucoup passer en ce moment. Enfin, j'ai l'impression qu'il sort pas mal de titres, ou alors c'est des vieux romans qui ressortent, je sais pas, mais ça m'interpelle. La couverture laisse présager des choses intéressantes, et le résumé également. Tous les 30 ans, les ténèbres infectent les terres d'Astravia, empoisonnent les vivants et les transforment en monstres, mais elles accordent aussi aux nouveau-nés des pouvoirs quasi divins. On les appelle les Éclipsiens, et Liviane Palombre et de cela. Elle sait écouter les ombres depuis toujours et s'occupe de défendre les baronniers locales. Un jour, lors d'une banale chasse au miasme, l'éclipse s'abat sur Astravia avec une décennie d'avance. Cette fois, l'obscurité submerge le monde durant 3 minutes au lieu d'une seule. À ce rythme, c'est Astravia tout entière qui va disparaître. Liviane devra sortir de sa solitude, retrouver d'anciens camarades de l'Académie de Pénombre qui forment les Éclipsiens et mettre fin à ce carnage. Mais il se pourrait que les ombres la dévorent avant. Très intriguant, ça a l'air quand même assez jeunesse. Ensuite, un titre que j'ai pris d'occasion cette fois-ci, c'est de Serena Valentino, ça fait partie de la série des réécritures Pauvre âme en perdition. Nous connaissons tous l'histoire de la petite sirène, ce conte ancestral qui nous rappelle qu'il faut parfois perdre sa voix pour mieux la retrouver. Ariel désire explorer le monde et s'aventurer au-delà des frontières du royaume de son père, le roi des océans. Par amour, elle renonce à sa voix et manque d'y laisser la vie. Mais le bien l'emporte et elle sort de ses épreuves métamorphosée et heureuse. Pourtant, ce n'est que la moitié de l'histoire. Qu'en est-il de son ennemie Ursula, la terrible sorcière des mers? Pourquoi et comment est-elle devenue si retorse et pleine de haine, dédaignée par la cour de Triton? Voici l'histoire d'une pauvre âme en perdition. Ça n'a pas l'air très très long à lire en plus, donc je pense que ça pourrait être bien pour reprendre une session de lecture intensive. Un autre Camilla Lackberg, très court, et encore plus court que celui dont je vous ai parlé dans mon dernier update lecture, que vous pouvez les retrouver juste ici, sans passer par la case départ. Le dernier que j'ai lu était Femme sans merci. Encore une fois, c'est très très court, même pas 100 pages. Skuruzunder, détroit huppé de l'archipel de Stockholm, réveillant de la Saint-Sylvestre. 4 jeunes sont réunis pour fêter la nouvelle amie. Leurs parents, quant à eux, sont tous rassemblés dans la maison voisine. Pour une raison ignorée des autres, chacun des 4 amis observe d'un œil mauvais les adultes depuis la fenêtre. Leur état d'ébriété est déjà bien avancé. Pour braver l'ennui, ils décident finalement de jouer au Monopoly. Mais ils ne sont plus des enfants. Il faut pimenter les règles et les enjeux. La partie d'action ou vérité dans laquelle ils se lancent les entraîne vers des révélations de plus en plus fracassantes et des mises en situation de plus en plus dangereuses, jusqu'au point de non-retour. On nous parle d'un huis clos ici, d'une tension redoutable, un page-turner, donc en même temps, quand ça fait moins de 100 pages, faut bien croire. Un roman qui me faisait aussi envie, il s'agit des Sœurs du Titanic, que j'avais trouvé d'occasion, donc la tranche est un petit peu abîmée. Mais bon, c'est pas très très grave, parce que je ne suis pas certaine de le conserver dans ma bibliothèque de toute façon, donc c'est pas très dramatique. Je suis moins exigeante avec l'état des romans quand je les prends en occasion, hein, parce que voilà, je les trouve moins chers forcément, ils sont pas toujours nickel. À bord du Titanic, 2 sœurs irlandaises rêvent comme beaucoup à une vie meilleure de l'autre côté de l'Atlantique. Nora fait le voyage pour devenir gouvernante auprès de la fille d'un riche veuf, tandis que Delia devra se contenter d'une place de domestique. Ni l'une ni l'autre n'aurait pu imaginer l'ampleur de la tragédie qui s'abat sur le Titanic. En plein naufrage, Delia voit sa sœur engloutie par les eaux. Sans réfléchir, elle décide de se faire passer pour Nora. Vous voyez, c'est déjà le genre de résumé qui, je trouve, en dit beaucoup, donc je m'arrête là, je lis pas la suite parce que j'ai clairement pas envie d'être spoilée de toute l'histoire. Les Sœurs du Titanic, j'ai même pas dit, c'est de Patricia Falvey, et là c'est chez De Noël. Ensuite, toujours dans mon optique de lire des auteurs de différentes parties du monde, je me retrouve ici avec un roman de Kim Young-ha. C'est traduit du coréen donc, et ça s'appelle J'entends ta voix. C'est aux éditions Pliquier. Enfin abandonné des hommes, né dans les toilettes d'une gare, Jay découvre très tôt qu'il est doué de la même capacité que ces appareils créés par l'homme, qu'on appelle des capteurs. Sauf que lui possède le don de capter, de sentir la souffrance des autres, objets, animaux ou humains. À 15 ans, vagabond dans les rues de Séoul, il s'invente un mode de vie proche de l'ascèse.
se nourrissant de riz cru, lisant des livres trouvés parmi les ordures, et devient le leader d'une bande de motards. Ces motards organisent des courses illégales en plein Séoul, faisant entendre leur colère dans le vacarme de leur peau débridée, sans casque, bravant la mort et la justice, et la police, jusqu'à cette course ultime, la plus grandiose, la plus folle jamais menée, où Jae entre dans la légende. Ça m'intriguait assez pour que je puisse le découvrir, sachant que c'est vrai que j'ai tendance à être un peu moins attirée vers la littérature asiatique, parce qu'il y a il y a beaucoup d'auteurs qui vont parler de la situation politique du pays ou ce genre de choses, et c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose auquel je m'identifie. Après, c'est toujours bien de découvrir quand même une partie de l'histoire des autres cultures, hein, parce que c'est un petit peu le but aussi de découvrir des auteurs étrangers. C'est pas pour relire des choses que je pourrais lire un auteur français ou voilà. Vous avez compris un petit peu le principe. Ensuite, j'ai un roman d'une Camerounaise qui s'appelle Crépuscule du tourment, publié chez Grasset, et c'est de Leonora Miano. De nos jours, quelque part en Afrique subsaharienne, au Cameroun peut-être, 4 femmes s'adressent successivement au même homme. Sa mère, la femme à laquelle il a tourné le dos parce qu'il l'aimait trop et mal, celle qu'il partage sa vie parce qu'il n'en est pas épris, et enfin sa sœur. À celui qui ne les entend pas, toutes dévoilent leur vie intime, relatant parfois les mêmes épisodes d'un point de vue différent. Chacune fait entendre un phrasé particulier, une culture et une sensibilité propre. Elles ont en commun néanmoins une blessure secrète, une ascendance inavouable, un tourment identitaire reçu en héritage, une difficulté à habiter leur féminité. Les épiphanies de la sexualité côtoient dans leurs récits des propos sur la grande histoire qui, sans cesse, se glissent dans la petite. D'une magnifique sensualité, ce roman choral, porté par une langue sculptée en orfèvre, restitue un monde d'autant plus mystérieux qu'il nous est étranger, et d'autant plus familier qu'il est universel. Vous voyez, c'est ce genre de choses qui m'attire en fait, c'est avoir des points de vue différents sur des moments de vie qui se passent à l'étranger, simplement pour avoir vraiment une autre vision des choses, voilà, tout simplement. Ensuite, je passe à un roman d'un auteur bulgare qui s'appelle Nikolai Grodny. Alors la couverture est très vilaine, il s'agit de Wunderkind, je sais pas si on prononce de cette façon, hein, mais voilà, vous l'aurez compris. Je trouve la couverture ignoble, mais le résumé m'intéressait assez pour que je veuille le découvrir malgré sa couverture moche. Voilà. Sofia, en Bulgarie. Dans 2 ans, le mur de Berlin s'effondrera et le rideau de fer avec lui. Mais pour l'instant, c'est sous l'oppression du régime communiste que Constantin, 15 ans, prodige du piano, tente de respirer. Intelligent et orgueilleux, sensible et cruel, Constantin ajoute à la somme des paradoxes de l'adolescence les déchirements de l'artiste surdoué, balançant entre le désir brûlant d'être le meilleur et l'irrésistible tentation de l'échec et du danger. Là, ça va nous relater l'histoire, il y a une partie politique, on va parler de l'effondrement du mur de Berlin, mais comme il y a une partie qui est axée sur la musique, sur le piano, je me suis dit que ça allait beaucoup mieux passer pour découvrir cette auteur. Ensuite, j'ai un titre d'une serbo-croate qui s'appelle Le journal de Zlata, et c'est de Zlata Filipović, ça se prononce comme ça. Zlata a 11 ans et mène une vie paisible à Sarajevo entre son collège, les fêtes, les vacances. Son rêve le plus fou, s'inscrire au fan club de Madonna. Mais soudain, en avril 92, le monde s'écoule autour d'elle. Sarajevo est une ville assiégée, soumise aux tirs incessants de snipers. Zlata écrit dans son journal ce cri de désespoir. La guerre est subitement entrée dans notre ville, dans nos maisons, dans nos têtes, dans nos vies. L'école est fermée, les amis qui fuient, la famille dispersée, les nuits d'angoisse, les blessés et les morts. Enfant de la guerre, Zlata témoigne, page après page, avec ses mots à elle, sa colère, son indignation, celle d'une petite fille à qui on vole son enfance. Petite voix dans le chaos de la guerre, de toutes les guerres. Alors ça a une petite vibe du journal d'Anne Frank, puisqu'on va relater les événements d'une guerre. Ici, il n'y a pas de comparaison possible avec l'horreur de l'Allemagne nazie, hein, mais il n'y a pas d'échelle de gravité hein, quand on vit des choses aussi graves que la guerre. C'est un sujet encore actuel malheureusement. Voilà, c'est toujours touchant et c'est toujours intéressant d'avoir des points de vue, surtout de la part de jeunes gens. Ensuite, un petit roman d'un Afghan cette fois-ci. Il s'agit de Singé Sabour, je pense que ça se prononce comme ça. Singé Sabour, peut-être pierre de patience. d'Atik Raimi. Mais ça ici, alors j'ai vu qu'il était assez populaire ce roman quand même, mais moi j'en avais jamais entendu parler. Mais le résumé m'a vraiment interpellée.
Cette pierre que tu poses devant moi, devant laquelle tu te lamentes sur tous tes malheurs, sur toutes tes misères, à qui tu confies tout ce que tu as sur le cœur et que tu n'oses pas révéler aux autres. Tu lui parles, et la pierre t'écoute, éponge tous tes mots, tes secrets, jusqu'à ce qu'un beau jour elle éclate. Elle tombe en miettes, et ce jour-là tu es délivré de toutes tes souffrances, de toutes tes peines. Comment appelle-t-on cette pierre? En Afghanistan, peut-être, ou ailleurs, une femme veille son mari blessé. Au fond, ils ne se connaissent pas. Les heures et les jours passent tandis que la guerre approche. Et la langue de la femme se délie, tisse le récit d'une vie d'humiliation dans l'espoir d'une possible rédemption. On nous dit qu'il a eu le prix Goncourt en 2008. Je continue avec un autre petit roman qui s'appelle Je chemine avec... c'est d'Angélique Kidjo. C'est publié chez Seuil. Et ici, on est avec une autrice née au Bénin. C'est un tout petit roman encore. Hein. J'espère que ce sera pas trop axé parce que ça fait un peu penser à du développement personnel. J'espère que c'est pas ça. Avant d'être femme, avant d'être noire, je suis un être humain, né dans une famille de 10 enfants au Bénin. J'ai reçu une éducation atypique. Mes parents étaient féministes. Filles comme garçons, nous allions tous à l'école et participions équitablement aux tâches ménagères. Ils ne nous dictaient jamais notre conduite, mais nous incitaient à nous remettre en question. Nous avons appris à associer la tête et le cœur à nos réflexions. Cela me définit bien, je suis cette personne à qui on a enseigné la tolérance, et la musique, bien sûr, est inscrite au cœur de ma personnalité. Mon père jouait du banjo, ma mère chantait. C'est elle qui m'a appris à chanter. Donc je pense que c'est une artiste aussi. Il me semble que j'avais lu ça quand j'avais fait des recherches un petit peu sur elle. Je crois qu'elle chante aussi, donc je suis curieuse de savoir à quoi ressemble sa voix. En tout cas, je trouve très très belle. J'aime bien la couverture. C'est tout simple, hein, c'est juste son visage, mais j'aime bien. Ça me tentait pas mal parce que ouais, c'est le féminisme, donc évidemment ça m'a tout de suite interpellée. Hein. Je pense que je vais le lire assez vite celui-ci. Ensuite, je passe à un roman qui est traduit de l'italien, je crois. Voilà, c'est ça. Alors je crois que j'ai déjà lu une autrice italienne, mais peu importe, j'étais attirée vers ce titre. Il s'agit du pays où l'on ne meurt jamais, d'Ornella Vorpsi. Il ne rompt pas l'albanais, mais il plie tant qu'on voudra. Par cet envoi aux accents faussement joyeux débute l'histoire d'Elona Ornella Eva, triple et pourtant unique héroïne du délicieuse fable de la dictature. Elle est née dans ce pays d'Enver Hoxha, assujettie sous sa bonne étoile. Donc voilà, on va se retrouver en Albanie. Sur le jeu de loi ou la voie lancée, il y a certes quelques cases à éviter. La voici est lancée, pardon. Il y a certes quelques cases à éviter soigneusement, à commencer par la prison. Son père est détenu pour d'indéfinissables raisons politiques, la noyade ou la pendaison. Il meurt beaucoup dans ce pays-là, malgré l'élection patriotique. Et surtout la putinerie, qui, on le lui a bien expliqué, est la nature même des filles. Somme toute, il s'agit de passer au milieu de la petite enfance à l'adolescence, de dessiner son bonheur dans l'amour et de sa mère et dans le rêve de l'exil, de voir grandir son corps à la dérobée de l'avide machisme ambiant, et malgré l'uniforme que la patrie vous taille déjà pour vous emprisonner les seins, sous les couleurs nationales. Puis il s'agit à la première occasion de fuir. Alors, loin du paradis, la mémoire peut ressaisir les libres lucides et désenchantés, comme autant de cruelles ou lumineuses scénettes initiatiques, les étapes de cette éducation albanaise dont le récit nous a impressionnés par sa finesse, son ironie, son art de franchir des abîmes. C'est un résumé un peu long, hein, mais j'étais assez intriguée en fait. J'enchaîne avec une autre couverture qui aurait pu être bien s'il n'y avait pas ces écritures moches, mais c'est Le chasseur de lucioles de Janis Otsiemi. C'est le dégât. Tout ça, ça va. Et ça, je comprends pas le choix. Je comprends pas. Édition Gigal. C'est un polar. À Libreville, une prostituée est découverte sauvagement assassinée dans un motel de la périphérie et les agents de la PJ, de fidèles abandonnés, de fidèles abonnés des bordels de la capitale, pensent tout d'abord à un crime de rôdeur. Quand une seconde fille est retrouvée égorgée dans un autre hôtel du quartier, les policiers sont encore loin d'imaginer qu'ils ont affaire à un client bien décidé à nettoyer la ville de toutes ses lucioles. Je vais pas lire plus pour pas être trop spoilé, mais ici on est avec un Gabonais. Voir, je sais pas trop ce que ça va donner, mais bon, il s'agit d'un polar, un peu thriller, une enquête policière. Donc. Ensuite, je passe à un roman d'une autrice née au Bhoutan. Il s'agit du Cercle du Karma de Kunzang Choden. Juste ici, fille d'un religieux laïque et maîtresse calligraphie, je sais pas ce que c'est. Frustrée d'avoir vu l'accès au savoir réservé,
Dans la tradition bhoutanaise, au seul garçon, la jeune Tsomo, 1 an après la mort de sa mère bien-aimée, prend prétexte de la nécessité d'aller pieusement célébrer sa mémoire dans un temple éloigné de son village, quitter sa famille. C'est alors que la jeune fille entame sa longue marche, véritable odyssée qui l'amène de son village près de Thimphu, la capitale du Bhoutan, à Kalimpong en Inde et jusqu'à Bodh Gaya, haut lieu du bouddhisme. Dans ce voyage solitaire qui est celui de toute une vie, une femme en quête de la sagesse promise par les enseignements de Bouddha part à la découverte de sa force intérieure et traverse d'innombrables épreuves jusqu'à ce que s'accomplisse enfin la métamorphose qui l'a fait accéder à la vérité si longtemps recherchée. C'est un premier roman de l'autrice, donc à voir, je ne sais pas trop, mais en tout cas ça m'interpellait, ça a l'air d'être quelque chose encore une fois d'assez lent, assez calme, donc il faudra que je choisisse le bon moment pour ce titre. Mais ouais, ma petite liste s'allonge tranquillement mais sûrement. Alors ensuite j'ai un roman qui est un témoignage d'une jeune femme qui s'appelle Souad, qui a intitulé son roman Brûlée vive. Je pense que là il n'y a pas vraiment besoin de plus expliquer que ça ce qui va se passer là-dedans. On dit qu'elle a 17 ans, qu'elle est amoureuse. Dans son village comme dans beaucoup d'autres, l'amour avant le mariage est synonyme de mort. Déshonoré, sa famille désigne son beau-frère pour exécuter la sentence. Aux yeux de tous, cet homme est un héros. C'est ce que l'on appelle un crime d'honneur. Ce n'est en fait qu'un lâche assassinat. Plus de 5000 cas sont répertoriés chaque année dans le monde. Bien d'autres ne sont jamais connus. Atrocement brûlée, Souad a été sauvée par miracle. Elle a décidé de parler pour toutes celles qui aujourd'hui risquent leur vie, pour dire au monde de la barbarie de cette pratique et le fait au péril de sa vie, car l'atteinte à l'honneur de sa famille est imprescriptible. Je pense que ça va être aussi quelque chose qu'il faudra lire au bon moment. Enfin, je sais pas s'il y a un bon moment pour lire ce genre de choses, mais vous voyez, enfin voilà, faut vraiment le bon mood pour lire des témoignages aussi poignants. Je continue avec un roman qui est sorti il y a pas très très longtemps. Je vais regarder exactement quand, mais je l'ai pris en neuf. En traduction française, ouais, il est sorti cette année. Donc, il s'agit du Musée des promesses brisées d'Elisabeth Buchan. Buchan ou Buchan, je sais pas. Au moins, il faut le prononcer. C'est chez Faubourg Marigny. C'est une petite bricasse, enfin, une bonne bricasse même. Je trouve la couverture très intéressante. Bienvenue au Musée des promesses brisées, un endroit plein d'émerveillement, de tristesse et d'espoir. Dans cet étonnant musée parisien tenu par Laure, on trouve différents objets. Un chausson de bébé, un voile de mariée, un ticket de train. Leur point commun, ces objets sont tous liés à un moment de trahison dans la vie de leur propriétaire. Ici, les gens parlent aux fantômes de leur passé. Et Laure a elle aussi des comptes à régler. 1986. Après le soudain décès de son père, Laure décide de suivre la famille tchèque qui l'emploie comme jeune fille au pair à Prague. Mais la vie derrière le rideau de fer semble à première vue sans saveur, morne, grise, menaçante. Laure ne comprend pas les courants politiques complexes qui tissent une toile serrée autour de ce rempart du communisme, jusqu'à sa rencontre avec un jeune musicien dissident. Son amour pour lui va avoir des conséquences terribles et entraînera une promesse brisée qu'elle n'oubliera jamais. Ça a l'air très intriguant en tout cas. Donc ça faisait partie des sorties du mois qui m'intéressaient le plus. Bon, si je l'ai prise, hein, évidemment. Mais vous savez que maintenant, je me note les sorties du mois et j'essaye d'acheter 2-3 livres selon le budget en neuf quand même pour soutenir les auteurs, les maisons d'édition, tout ce qui s'ensuit. Ensuite, j'ai une suite de romans de la série des magiciens de Lev Grossman. J'ai attaqué la série il y a un petit moment, pas trouvé la suite. Donc je me suis dit, je vais lire les romans. Comme ça au moins je saurais ce qui se passe. On est avec Quentin, Julia, le monde qui s'appelle Filori. Ils découvrent qu'ils ont des capacités des magiciens, hein, tout simplement. Il n'y a pas de baguette magique, etc. C'est une autre façon d'aborder les choses. C'est très gore quand même à certains moments. C'est sombre. C'est pas pour tout le monde. Pour moi, c'est pas pour les enfants, quoi. Même ado, c'est chaud, je trouve. Bref, là, c'est le 2, donc je vais pas lire le résumé parce que bon, j'ai déjà vu la série, mais j'ai pas trop envie de me replonger dedans non plus. Tout de suite, j'ai envie d'accumuler les tomes pour pouvoir me les faire à la suite, j'allais dire, mais je fais jamais ça en fait. Je l'ai fait une fois avec La Maison de la Nuit. Encore, j'ai pas tout lu, mais c'est très rare que je lise une série complète en fait. Surtout que là, il y a pas mal de tomes. Donc je verrai bien au moment où je le lirai, mais
hâte de me replonger dans ce monde très intéressant. Ensuite, j'ai un roman de Herbie Brennan qui s'appelle Le monde mystérieux des chats. C'est belle, hein, c'est un chat. Découvrez les secrets du chat et les légendes qui entourent le véritable meilleur ami de l'homme. Les hommes ont toujours entretenu un rapport particulier aux chats, vénérés dans l'Égypte antique, puis associés à la sorcellerie pendant des siècles. Ces animaux sont aujourd'hui considérés par certains comme un symbole de chance ou de malchance, et même capables selon d'autres de voir les esprits. J'en lis pas plus, hein, voilà, le monde mystérieux des chats, et le titre parle de lui-même. Ça m'intéresse de savoir un petit peu, savoir plus sur le folklore qui entoure cet animal mystique. Ensuite, je passe sur un thriller. C'est un Valentin Musso. Je pense que je l'ai pas encore lu. Dernier été pour Lisa. Et ça, ici, on les appelle les inséparables, Lisa, Nick et Ethan, 3 adolescents qui grandissent ensemble près du lac Michigan, dans une bourgade du Wisconsin. À la fin de l'été 2004, leur paisible existence vole en éclats. Lisa est retrouvée assassinée sur la plage. Après une enquête bâclée, Ethan, son petit ami, est arrêté et condamné à la prison à vie. Et ensuite, on retrouve les personnages 2 ans plus tard. Pareil, c'est des thrillers. J'essaye de ne pas trop en lire pour pas être spoilée. J'aime bien me plonger sans trop savoir ce qui va se passer. J'enchaîne directement avec d'autres titres qui étaient toujours sur ma wishlist. Certains commencent à remonter un petit peu d'ailleurs. Alors là, j'ai un Patricia Wentworth avec le procès de Miss Silence. Dans les bombardements de Londres, Carré Silence a tout perdu. Son patron, son emploi et sa maison. Complètement démunie, la jeune fille reçoit l'aide providentielle d'une lointaine cousine de sa grand-mère, l'impérieuse mais généreuse Honoria Mackinson. Invitée à résider chez elle quelque temps, la jeune fille rencontre les proches de la vieille dame, une assemblée hétéroclite avec une préoccupation commune, l'héritage à venir. Mais quand l'aïeul succombe à une overdose de médicaments, c'est sur la nouvelle venue que tous les regards se portent. Accueillie au sein de la famille, couchée sur le testament tant convoité, Carré risquait pourtant la disgrâce. Certaines de ses fréquentations n'étaient pas du goût d'Honoria. Quand la suspicion s'étaye de preuves, la jeune fille est incarcérée et doit affronter un procès où les pièces à conviction sont accablantes. Il y en a, ils sont dans ma wishlist depuis tellement longtemps que j'ai oublié les résumés, mais il y en a d'autres qui m'ont bien marqué. Ensuite, je passe à Sorcière associée d'Alex Evans. Dans la cité millénaire de Jarta, la magie refait surface à tous les coins de rue. Les maisons closes sont tenues par des succubes. Les cimetières grouillent de ghouls. Pour Tanit et Padmé, sorcières associées, le travail ne manque pas. Et voici qu'un vampire sollicite leur aide après avoir été envoûté par un inconnu, tandis que d'étranges incidents surviennent dans une usine dont les ouvriers sont des zombies. Tanit et Padmé pensaient mener des enquêtes de routine, mais leurs découvertes vont les entraîner bien au-delà de ce qu'elles imaginaient. À Jarta, les créatures de l'ombre ne sont pas les plus dangereuses. Un Daphné du Maurier avec l'amour dans l'âme. Je n'ai toujours pas lu Rebecca. Votez-moi. Dans le premier roman de Daphné du Maurier, alors ce roman est d'abord paru dans les années 50 sous le titre La chaîne d'amour. On nous dit la mère fascinante et cruelle occupe une place centrale. Elle lie tous les membres de la famille Coombe installée à Pline, un port de la côte sud des Cornouailles. Sur un siècle et 4 générations se déroule le destin de femmes insoumises et d'hommes sauvages, navigateurs ou charpentiers de marine, qui tous ont le visage tourné vers les flots. Amour, haine, vengeance et trahison, Daphné du Maurier excelle dans la peinture des passions humaines. Très, très intriguant aussi. J'essaie d'enchaîner un petit peu parce que la vidéo va être un peu longue. Anna McParlin qui a écrit Les derniers jours de Rabbit Haze et c'était quoi la suite? Là ici c'est Du côté du bonheur. J'ai aussi trouvé en occasion en état nickel. Entre son boulot au cabinet dentaire, ses ménages du soir, ses 2 enfants à nourrir et sa mère qui perd la tête, Maisie jongle comme elle peut, mais elle choisit son camp, celui du bonheur, en quittant son mari abusif et violent 7 ans plus tôt, en laissant entrer pour la première fois un nouvel homme dans sa vie. Hélas, ce 1er janvier 1995, ce fragile édifice menace de s'écrouler. Jérémy, son fils aîné, a disparu. Un autre combat commence. Dans une Irlande populaire et rongée par les préjugés, le bonheur doit s'arracher avec les dents. Ouais, c'est même si c'est pas la même façon d'écrire, je l'associe Anna McParlin, elle me fait penser un peu à, à Virginie Grimaldi en fait, par ce que je peux ressentir en lisant ces titres.
en lisant ses romans. Ensuite, on passe à je crois que c'est un thriller. Ouais. Les fantômes de Manhattan de R.J. Ellory, très connu. Annie O'Neill tient une petite librairie en plein cœur de Manhattan. Ça pouvait que bien commencer. Un jour, un client dénommé Forrester entre dans sa boutique et se présente comme un très bon ami de ses parents, qu'elle n'a pratiquement pas connu. Il vient lui apporter un manuscrit, l'histoire d'un enfant polonais rescapé de la Shoah, adopté par un soldat américain lors de la libération de Dachau, avant de devenir une des grandes figures du banditisme new-yorkais. Quel rapport y a-t-il avec la famille d'Annie? Pourquoi Forrester est-il si réticent à lui avouer la vérité? Lorsqu'elle lui sera enfin dévoilée, celle-ci sera plus inattendue et incroyable de tout ce qu'elle a pu imaginer. Donc ça m'interpellait assez. Je crois que j'ai quasiment fini. Ouais, il m'en reste plus beaucoup. Il m'en reste 5 titres à vous présenter. Alors j'ai tout d'abord Chanson douce de Leila Slimani, autrice très, très connue en France. Hein. Louise, quelle chance vous avez d'être tombée sur elle. Elle a été comme une seconde mère pour mes garçons. Ça a été un vrai crève-cœur quand nous avons dû nous en séparer. Pour tout vous dire, à l'époque, j'ai même songé à faire un troisième enfant pour pouvoir la garder. Lorsque Myriam décide, malgré les réticences de son mari, de reprendre son activité au sein d'un cabinet d'avocats, le couple se met à la recherche d'une nounou. Après un casting sévère, ils engagent Louise et sont conquis par son aisance avec Mila et Adam, et par le soin bientôt indispensable qu'elle apporte à leur foyer, laissant progressivement s'installer le piège de la dépendance mutuelle. J'ai hâte de le lire parce que j'en ai entendu pas mal de bien. Ensuite, un autre thriller. Il s'agit de Heavy de C.L. Slater. Couverture toute simple. La personne que vous aimez le plus au monde est en danger, vous criez mais personne ne vous entend. Il a suffi d'un instant pour que la petite Evie disparaisse, un bref instant d'inattention. Depuis maintenant 3 ans que la police la cherche, rien, pas la moindre piste. La fillette s'est évaporée. Une inconnue gît, paralysée, sur un lit d'hôpital. Estimant qu'elle ne sortira jamais du coma, les médecins s'apprêtent à la débrancher. Mais Tony s'accroche à l'espoir de retrouver sa fille. Pour la sauver, elle doit réaliser l'impossible, communiquer. C'est très intriguant parce que j'aime bien, on nous donne des pistes, mais c'est assez vague. Ensuite, un roman traduit de l'anglais de l'Inde. Calcutta, 1838. Libis embarque une poignée de coolies pour l'île Maurice. Paysans indiens ruinés. Veuve et réchappée du bûcher. Française fuyant un mariage sordide. Raja déchu. Paria chinois. À huis clos livré à l'inconnu et à la haine d'un mulâtre qui joue au petit blanc. Cette Babel de la misère s'unira pourtant, jouant son infatigable espérance contre le destin. Le premier acte d'une trilogie d'une puissance sidérante. Ah oui, d'accord, c'est le premier acte d'une trilogie. Donc, bah, si j'accroche, je prendrai la suite. Sinon, voilà. Mais je n'avais pas fait attention que c'était un moment qui allait voir des suites arriver. Je termine par 2 titres de Stephen King. Alors, je vous ai dit que je me procurais les couvertures récentes. Et en fait, il y en a un, je pensais avoir une couverture récente et c'était une ancienne couverture. Donc bon bah tant pis, hein, je vais quand même le garder, sauf si j'arrive à le trouver d'occasion dans les nouvelles couvertures, mais ça m'étonnerait. Mais ça va, elle est pas trop dégueulasse non plus. Donc d'abord il y a Dr. Sleep Red Rum, et je crois c'est la suite de Shining, parce qu'on va suivre Danny Torrance. Donc j'ai pas trop envie de lire le résumé pour pas. Je l'ai lu hein, le Shining, mais j'étais pas très emballée, on va dire, donc j'espère que celui-ci me plaira plus, puisqu'en plus c'est une bonne bricasse de plus de 700 pages en poche, donc j'espère que ça va le faire. Mais je pense qu'il y a toujours il y a toujours ses pouvoirs surnaturels, donc si vous avez suivi un petit peu Shining, vous savez ce qu'il peut faire. Et ensuite, c'est Monsieur Mercedes. Là, c'est une couverture plus récente qui est très jolie. Midwest 2009. Dans l'aube glacée, des centaines de chômeurs en quête d'un job font la queue devant un salon de l'emploi. Soudain, une Mercedes fonce sur la foule, causant 8 morts et 15 blessés dans son sillage. Le chauffard, lui, a disparu dans la brume, sans laisser de traces. Un an plus tard, Bill Hodge, flic à la retraite qui n'a pas su résoudre l'affaire, reste obsédé par ce massacre. Une lettre du tueur à la Mercedes va l'empêcher de sombrer dans la dépression qui le guette. Délaissant le fantastique pour le polar dans lequel il se glisse avec une jubilation contagieuse,
Stephen King démontre une fois de plus son talent de conteur et son inspecteur Bill Hodge rejoint les figures emblématiques du roman noir américain. Voilà. D'habitude, ouais, c'est vrai qu'il est plutôt sur le fantastique, en tout cas à petite touche, à petite dose. Et là, on est plus sur un polar, donc à voir. Je sais pas trop si je vais essayer de lire ces romans dans l'ordre dans lequel il les a publiés, ou je verrai bien en fonction de ce qui me tente au moment voulu. Voilà. J'ai enfin fini ce gigantesque... Ah non, j'ai pas fini. J'en ai encore. Le prochain roman, je vais pas vous dire de résumé, parce que je vais vous laisser aller le voir. C'est un Simone de Beauvoir avec Tout compte fait. Voilà, je m'intéresse un petit peu à une grande dame. Donc, à voir. À voir si ça me plaît. J'en sais rien du tout, en fait. Enfin, j'avais lu le résumé vite fait, mais je l'ai pas vraiment retenu, donc écoutez, ce sera la surprise. Je poursuis avec... Je vous ai présenté dans mon dernier book haul, je crois que c'est un dernier book haul, Illuminae, le premier tome. Donc, je me suis pris le tome 2 aussi. En VO et en hardback. Ce sont de sacrées précasses. Vous pouvez le voir, hein. Ça pèse un âne mort aussi. N'hésitez pas à retourner voir le résumé sur un site quelconque, hein, pour vous rappeler de quoi il s'agit. Ensuite, là on est avec des parutions un peu plus récentes et magnifiques. J'ai su trouver... alors celui-ci, je l'ai pris en occasion, parce que j'ai trouvé d'occasion, et comme il était petit, ça m'embêtait vraiment de payer 20 € pour un si petit roman. Il s'agit des Portes perdues de Shannon Maguire. On nous dit que c'est une pépite littéraire qui mérite sa place parmi les classiques tels que Lewis Carroll et C.S. Lewis. Donc Les Enfants Indociles, tome 1, donc apparemment ce sera en plusieurs parties. Dans l'obscurité de leur chambre, sous leur lit, même derrière une armoire, les enfants descendent le terrier du lapin blanc et réapparaissent ailleurs. Mais les pays imaginaires n'ont que faire des prodiges fatigués. Nancy y a fait un tour, puis elle en est revenue. Les choses qu'elle y a vécues l'ont changée à jamais. Les élèves qu'Eleanor West accueille au sein de son école le savent d'ailleurs très bien. Chacun d'entre eux doit se réadapter à ce monde et finit souvent par chercher un moyen de rejoindre le lieu de ses rêveries. Pourtant, dans cette institution qui existe pour les protéger, une ombre se cache derrière chaque pan de mur. Très vite, les meurtres s'enchaînent. Alors pour y survivre, Nancy et ses nouveaux camarades doivent trouver le coupable. Ça m'a l'air assez intriguant. J'espère que ça va être bien construit parce que c'est vraiment très court, hein. Il fait moins de 200 pages. Donc à voir ce que ça peut donner. Et ensuite, je m'étais pris des romans. Il y en a deux que j'ai pris en neuf. Celui-là, je l'ai pris d'occasion. Celui-là, je l'ai trouvé d'occasion. C'est un Nadia Hachimi. J'ai eu la chance de le trouver d'occasion 2021. Là, c'est chez Hauteville. Donc c'est Là où brillent les étoiles. Et j'ai été séduite par ça. Déjà, ça m'a interpellée. J'aurais pu attendre qu'il sorte en poche ou de le trouver dans une édition plus classique. Là, c'est une édition vraiment sublime. Donc ouais. J'ai dit, allez, fais-toi plaisir un peu. Je l'ai trouvé à moitié prix, en fait, en occasion, donc autant en profiter. Kaboul, 1978. Sitara, 10 ans, mène une vie heureuse avec sa famille au palais. Son père est le bras droit du président. Un soir, elle quitte sa chambre sur la pointe des pieds pour regarder les étoiles. Cette nuit-là, c'est le coup d'état. Aucun des siens n'y survivra. Si elle a la vie, sauve, c'est grâce aux étoiles. Mais l'orpheline n'est en sécurité nulle part dans ce pays qui a changé de visage. Confiée aux soins de deux femmes prêtes à tout pour lui assurer de meilleurs lendemains, Sitara trouve refuge aux États-Unis. Des années après son exil, le passé revient frapper à la porte, ne lui laissant d'autre choix que de retourner en Afghanistan, pour faire toute la lumière sur cette nuit où sa vie a basculé et rendre hommage à ceux qui n'ont pas été sauvés par les étoiles. Ce douloureux retour aux sources est peut-être sa seule chance de se réconcilier avec le passé. Donc ça m'intéressait beaucoup. Et puis je termine avec deux romans que j'ai pris en neuf. Un d'Hervé Gagnon, dont pour l'instant je n'ai lu que Maléfica, le tome 1, mais que j'ai vraiment surkiffé. Donc je pense que l'auteur me plaît. Ouais, par contre c'est écrit vachement gros dans les... J'ai pas fait attention. C'est La Cage. Ah, j'ai été hypée par la couverture au départ, puis en lisant le résumé, j'ai dit que ça allait m'intéresser. Lévis, 1763, condamnée à mort pour le meurtre de son mari, Marie-Josette Corriveau, est pendue. Par ordre du gouverneur, son corps est ensuite exhibé dans une cage en fer à la croisée des chemins. Montréal, 1851. La cage de la Corriveau est exposée à Montréal. Eugénie Lachance et son petit frère Alexis, jeunes orphelins employés dans une manufacture, décident de s'offrir ce modeste divertissement.
Mais la vue de l'objet a un effet inquiétant sur la douce Eugénie. Pire encore, plusieurs crimes violents sont rapportés aux autorités. Le constable Seamus O'Finnigan tente d'éclaircir cette affaire. C'est... Quand il s'adresse aux ados, il adore leur rapport. On me dit que c'est un polar un peu destiné aux ados, donc pourquoi pas, ça peut être sympa aussi de lire quelque chose de léger, entre guillemets. Et enfin, j'ai craqué pour le magnifique Leur sang coule dans tes veines de Rachel Burge. Burge. Je n'ai aucun souvenir de ma chute. Ce que je sais, c'est que depuis, je ressens les émotions des gens en les touchant. Alors je décide de retourner là où l'accident s'est produit, chez ma grand-mère en Norvège. Elle pourra peut-être me dire ce qui m'arrive. Puis quand je débarque sur l'île de Skjben, où elle habite, elle est introuvable. Un garçon inconnu squatte sa maison, et des ombres étranges gravitent autour de l'arbre dont je suis tombée. On me dit que c'est un savoureux mélange entre mythologie nordique et fantaisie teintée d'horreur qui crée une atmosphère digne d'un Stephen King. À voir, sachant que j'ai commencé la série Viking 1000 ans après avec mon chéri. Donc, descendante d'Odin, fille d'aujourd'hui, ça va me plaire. Ça y est, j'ai terminé. Essoufflé un bon coup, je vais aller boire un coup parce que j'ai plus de voix. N'hésitez pas à me dire s'il y a des titres qui vous tentent, s'il y en a que vous avez lu, que vous avez apprécié. Et ça va rejoindre ma future bibliothèque que je devrais recevoir dans les prochains jours. Je vous montrerai tout ça en vidéo, bien sûr, parce que j'ai vraiment très très hâte de construire tout ça. Voilà. C'est maintenant terminé pour ce gigantesque book haul. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça m'encouragera à poursuivre. J'espère que vous aimez la qualité du son, enfin que le son est mieux qu'avant. Ou si c'était mieux avant, je ne sais pas. Mais sachant que ça résonne pas mal dans cette pièce, je trouve que c'était bien d'investir dans un petit micro. Même si par la suite, je pense changer, parce que je vais enfin ressort mes bibliothèques, donc j'aurai un vrai décor de booktubeuse. J'aurai la bibliothèque à l'arrière, ce sera un peu plus sympa que le mini, quoi. C'en est tout, je vous laisse là, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous et de vos proches, et puis c'est tout pour le moment.